Bonjour Jean-Baptiste Placat. Bonjour Magali Lagrange. La semaine dernière, vous avez salué ici un grand moment de courage de l'Union africaine. Pour les félicitations, vous vous proposiez cependant d'attendre le retour des chefs d'État africains de Kinshasa. Une semaine plus tard, Jean-Baptiste, il faut constater que le voyage n'a pas eu lieu et que le président dont l'élection semblait mise en doute par les chefs d'État africains et européens a prêté serment. Et depuis, une partie des Congolais se félicite d'avoir vécu une semaine historique. En quoi est-elle historique, la semaine que vient de vivre la RDC? Le qualificatif historique, dans toute son acception, peut se concevoir dans un sens positif, glorieux, comme il peut prendre un sens plus péjoratif et même négatif. En l'occurrence, celles des pages de l'histoire qui s'écrivent ou se bâtissent sur le mensonge sont rarement glorieuses. Alors oui, le sens de la semaine historique à laquelle se réfèrent les uns et les autres, ici, peut varier en fonction du côté de l'histoire où se situe chacun, d'autant que ceux qui sont du mauvais côté de l'histoire, en général, le reconnaissent rarement. Et seul le temps finit par trancher et il tranche sans concession. Vous aurez noté que cette semaine a démarré par une troublante réunion entre Européens et Africains à Bruxelles. Une réunion qui a pour l'essentiel consisté à prendre acte de la validation des résultats de la présidentielle par le Conseil constitutionnel de RDC. Il se trouve que les pages les plus sombres de l'histoire de l'Afrique indépendante se sont écrites dans l'abandon des convictions, dans la démission et même parfois dans une forme de trahison qui consiste à prétendre prendre acte du fait accompli de l'inacceptable. Depuis bientôt 60 ans, l'on ne cesse de prendre acte sur ce continent des coups d'État, des dictatures, des violations des droits de l'homme, des scandales divers et même de la corruption. Prendre acte du sous-développement en l'habillant de mots comme si cela suffisait à atténuer les souffrances des peuples. Et l'on continue de prendre acte des manifestations réprimées dans le sang avec leur cortège de morts que l'on se refuse même parfois de dénombrer, a fortiori d'admettre. Et l'on a pris acte des hôpitaux mouroirs comme d'une fatalité descendue du ciel. Et l'on prend acte de ce qu'il n'y a jamais pénurie de gaz lacrymogène pour réprimer les manifestations, alors que l'on oublie si souvent d'approvisionner en compresse, en alcool à brûler, en aspirine, les hôpitaux vers lesquels afflueront les populations blessées dans ces manifestations. Mais pourquoi, Jean-Baptiste, déplorer que l'on prenne acte de tous ceux contre quoi l'on ne peut rien? Justement parce que ce n'est pas ce contre quoi l'on ne peut rien, mais ce contre quoi l'on ne veut rien tenter. Ainsi des régimes interminables, 20 ans par-ci, 25, 30 par-là, 50 ans et même plus en se passant le pouvoir en famille. De quelle calamité n'a-t-on pas pris acte sur ce continent depuis les indépendances? L'on a même pris acte des déchets toxiques déversés sur des dépotoirs sauvages disséminés dans les capitales. Et pourquoi ne prendrait-on pas acte d'une passation de pouvoir arrangée dans un cynisme assumé dont le temps finira par dire les motivations? Mais dans cette litanie de l'affliction, l'on se demande certains jours pourquoi donc un Laurent Gbagbo est détenu à La Haye alors qu'il aurait suffi en décembre 2010 de prendre acte de sa réélection pour épargner quelques 3000 vies. Pourquoi donc lui avoir refusé ce que l'on a laissé faire à Mwai Kibaki, le Kenyan, à Robert Mugabe, le Zimbabwéen, et à une multitude de chefs d'État en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest? Après tout, nous croisons bien encore aujourd'hui quelques éternels leaders de l'opposition qui sont autant de chefs d'État élus par leur peuple, mais à qui l'on a refusé de transmettre le pouvoir. Faut-il qu'il soit vraiment malchanceux pour s'être vu ainsi opposer une telle puissance de feu de la part de la même communauté internationale qui refuse aujourd'hui d'assumer ses propres constats et ses premières prises de position, ses doutes clairement affirmés sur les premiers résultats de la présidentielle congolaise finalement validés. Quel rapport, Jean-Baptiste, entre Laurent Gbagbo et le cas congolais?
Laurent Gbagbo a ou bien joué de malchance, ou alors c'est Martin Fayoulou qui manque du type de soutien dont pouvait bénéficier Alassane Ouattara, l'adversaire de Gbagbo, en 2010-2011. Ce qui reviendrait à dire que la communauté internationale a un attachement bien capricieux à l'état de droit et à la démocratie et que ses exigences de justice obéissent à de bien mystérieux calculs qu'à des principes indéfectibles.